Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du site Esprit et Psycho. Aujourd'hui, je rencontre Claire Leproust, une ostéopathe, qui va nous parler du lien entre l'esprit et le psycho, mais surtout entre la santé et le corps. Et donc justement, vous qui êtes ostéopathe, comment en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à avoir ce métier et à vouloir en faire votre carrière? Comme depuis toute petite, je masse, je touche tout le temps les gens, en fait, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Je pensais pas que je pourrais, et puis en fait, si, et j'ai découvert les études d'ostéopathie et je me suis lancée dedans, et là, j'ai vraiment trouvé ma voie, et là, ça fait sens rapidement. Vous avez vraiment vu les choses se faire toutes seules à ce moment-là? Ah oui, là, ça a été, c'était une évidence, en fait. Et donc justement, ça veut dire que vous avez un lien très proche avec le corps. Au niveau du corps, quand on est ostéopathe, comment on interprète le corps, comment on le voit? Alors en fait, pour un ostéopathe, le corps, c'est une unité. On le voit dans sa globalité. C'est pas juste des pièces détachées qui sont les unes avec les autres, c'est vraiment des composants reliés les uns avec les autres. Donc si y a un des composants qui est défaillant, ça va perturber l'équilibre global du corps. Donc on ne peut pas se permettre d'envisager de traiter un patient, de traiter une plainte, que ce soit une articulation ou un muscle, si on ne le met pas dans son contexte global. Donc c'est pour ça qu'on va interroger sur les rythmes de vie du patient, sur ses antécédents, sur son état émotionnel de l'instant, mais aussi de ses émotions du passé en fait. En fait, un ostéo, il voit le corps avec 3 sphères. La première sphère, c'est le corps vraiment physique. Après, il y a la sphère psycho-émotionnelle et la sphère du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Donc c'est le rythme cardiaque, c'est le système hormonal. Tout ce qui est lié à l'inconscient. Ce qu'on ne maîtrise pas dans le corps. Le système digestif, ça, on digère, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, c'est le système nerveux autonome. Et ces 3 sont liés. Et ces 3 sont liés. Donc s'il y en a un qui défaille, ça va agir sur les autres. Donc le but de l'ostéopathie, c'est de rééquilibrer ces 3 sphères ensemble pour avoir une vitalité globale sur le long terme et redonner du mouvement, de la fluidité. En fait, le but de l'ostéopathie, c'est toujours le mouvement, toujours la fluidité, qu'il n'y ait pas de barrage. Quand c'est fluide, il n'y a pas de problème en fait. Donc c'est un équilibre global qui est vraiment pris en compte, c'est-à-dire que votre métier sort complètement aussi de l'aspect juste corps. C'est vraiment, on prend la vie globale de la personne. On prend la vie globale, on interroge toujours sur la... Et donc justement, le corps est un retransmetteur, on le voit comme ça du moins, de par les émotions. Quand on dit que le corps nous parle, est-ce que pour vous, ça a eu la même résonance? Oui. De toute façon, le corps, il nous parle tout le temps, en fait. Par exemple, de manière positive, il y a une émotion. Si on reçoit un SMS d'une personne qu'on apprécie, qui nous apprend une bonne nouvelle, on va se mettre à sourire. Et ça, on ne se rend même pas compte. En fait, on est content, on se sent bien. Ça va mettre une cascade de réactions dans le corps, de bien-être, en fait. Donc là, le corps parle, mais il parle de manière positive. Après, ça peut être, on met la main sur le feu ou sur une plaque chauffante et d'un seul coup, notre corps, par notre système nerveux, nous fait retirer la main rapidement. Là, c'est le corps qui parle aussi, en fait. C'est une alarme du corps pour dire « attention, il y a un danger ». Donc la douleur, elle est toujours là pour nous dire « attention, il y a quelque chose qui se passe ici ». La douleur, c'est important. Il y a une maladie grave où on ne ressent pas la douleur. Donc on le voit chez les enfants, enfin c'est les enfants qui sont atteints, ils se mangent la bouche, ils se mangent la langue, ils se blessent, ils se brûlent, parce qu'ils n'ont pas conscience en fait de la douleur et qu'il faut protéger leur corps. Même par le biais des émotions? Les émotions alors aussi, si, ils ressentent les émotions, mais ils ne ressentent. ressentent pas la douleur physique. D'accord. Et donc en fait c'est dramatique. Et c'est vrai que souvent quand on a mal, quand on a une douleur, on se sent plaint, on n'est pas content, on aimerait que ça disparaisse. Mais c'est vraiment la douleur, elle est faite pour nous protéger. En fait, d'elle dépend notre survie sur Terre. Donc faut savoir l'écouter, quoi. Et donc cette douleur, elle est là pour mettre un lien entre le corps et l'esprit, et notamment le corps et l'état d'être. Et on est ici pour en parler. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'aspect justement état d'être et corps? C'est-à-dire, quel est le lien réellement intime? Est-ce qu'il n'y a que les émotions ou est-ce qu'il y a aussi, on peut aller plus en profondeur de par votre métier?
tous les jours, je vois à quel point le corps et les émotions sont reliés, mais les émotions sont en lien aussi avec l'état d'être. Ouais. Mais j'avais des exemples en tête, par exemple un sportif qui va se blesser, donc lui c'est vraiment le corps là qui le blesse, mais de ne pas pouvoir retourner à son entraînement, ça va entraîner un espèce de mal-être, peut-être un état d'abattement qui va agir sur ses émotions, donc sur l'état d'être. Ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être aussi à l'inverse, les émotions, par exemple d'être stressé, de se sentir oppressé dans son travail par exemple. Ça peut entraîner des troubles digestifs, ça peut entraîner des tensions dans le cou, dans le dos. Et c'est une réaction en chaîne qui se fait constamment finalement. Voilà, constamment. Et Ouais. en plus, ça peut être une succession. On peut commencer par exemple par être préoccupé. Donc on va pas faire attention où est-ce qu'on marche, on se prend le pied dans une ornière, on se fait une entorse. Donc on va plus pouvoir marcher et se détendre le midi. Donc on va pas être bien. Et puis ça entraîne, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est là où on fait la part des choses entre la douleur, la souffrance. Souvent, ce que vous dites finalement, c'est que la souffrance est engendrée par un premier phénomène. C'est une souffrance psychique finalement. Oui, souffrance psychique qui peut être la base en effet. En général, quelles sont les pathologies, on va dire, que vous rencontrez le plus souvent? Quand même beaucoup au niveau les tensions cervicales, tensions du bas du dos, mais quand même aussi beaucoup de tensions digestives, des spasmes. Aussi, ça peut être les migraines, les maux de tête, les fameuses migraines du week-end en fait, quand toute la semaine on a tenu le coup, on était sous pression, on a travaillé, et puis enfin le vendredi soir arrive, et là on peut lâcher, et c'est là où on commence. Et c'est ça qui entraîne une migraine. Et c'est voilà, c'est le relâchement. Là, le corps, il peut enfin s'exprimer, il a enfin voix. Et on se dit, oh, mais oui, je peux pas profiter de mon migraine, oui, mais le corps, il a besoin de lâcher, en fait. C'est des choses qu'effectivement, on ne se rend pas compte, on a l'impression... Parce que c'est vrai que, par exemple, c'est l'effet aussi des vacances. Oui, les vacances, c'est très souvent. Voilà. Ouais. On le voit souvent pendant les vacances, dès qu'on arrive en vacances, c'est là qu'on est malade. J'ai des patients qui prennent rendez-vous justement juste avant leurs vacances en sachant. Pour anticiper. Pour anticiper. Et donc, pour vous, il est préférable de traverser une émotion profondément, pleinement, ou alors est-ce qu'il est préférable de justement en faire abstraction pour l'oublier? En fait, ce que je remarque, c'est que beaucoup de patients sont déconnectés des sensations corporelles que les émotions induisent chez eux. Alors soit parce que c'est trop douloureux d'y prêter attention, ou soit aussi parce que depuis très longtemps ça a été enfoui, ou on leur a fait taire leurs émotions, donc souvent depuis l'enfance. Je vois parfois au cabinet, mais même en dehors, un enfant qui se met à pleurer, on lui dit arrête de pleurer, ou un enfant qui est en colère, on lui dit tais-toi, arrête de crier. Donc forcément ça induit des comportements chez l'adulte futur. Il prendra l'habitude de retenir. Du coup, il y a beaucoup d'individus qui sont plus reliés à leurs émotions et qui ne savent pas écouter leur corps, qui ne savent pas écouter le message que leur corps essaie de leur transmettre. Et si on n'écoute pas, ce message, il va essayer de venir de manière encore plus importante, encore plus forte. La douleur va s'intensifier en fait. Il va retentir de plus en plus. Et va retentir de plus en plus. Et ce fait de justement ne pas écouter son corps, il est directement lié aussi à l'éducation. Pour moi, c'est une évidence. Ouais. Complètement. Par exemple, si j'ai mon supérieur hiérarchique qui m'humilie quotidiennement et que j'ai eu l'habitude de restreindre ma frustration et ma colère, ce que je vais faire, je vais serrer les dents, je vais serrer la mâchoire, je vais rien dire, je vais pas lui répondre, je vais contracter mes épaules et puis je vais consulter l'ostéopathe parce que j'ai mal au cou. Donc je repousse tout vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Ouais. En fait, j'ai pas pris conscience qu'en fait j'avais mal au cou à cause de ça. Donc moi, mon but, ça va être ça, c'est de remonter le fil de l'histoire, de lui poser des questions et de comprendre en fait ce qu'il ressent face à ce supérieur, par exemple. On ne soigne pas un endroit ciblé, on soigne vraiment une vie. Une personne dans sa globalité. Voilà, dans la globalité. Donc en effet, si on écoute l'émotion, moi, ce que je vais amener le patient à faire, c'est plutôt de conscientiser ce qu'il ressent. Ça va être de lui dire d'accord, alors qu'est-ce que vous ressentez? Faites une pause à ce moment-là et de vous dire oui, je me sens énervée, oui, je sens ma gorge qui serre, oui, j'ai envie de crier mais je peux pas, oui, j'ai mal au cou.
vraiment ressentir, laisser que l'émotion envahisse vraiment le corps, la tête, l'esprit, que tout. Et une fois que l'émotion est venue, finalement, elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est s'évanouir. Parce qu'elle a été finalement entendue. Donc, faut accepter l'émotion. C'est plutôt accepter de ressentir l'émotion. Et surtout pas faire abstraction. Parce qu'une fois qu'on a accepté l'émotion, c'est aussi là où on peut devenir acteur. Parce que cette personne, par exemple, face à son supérieur hiérarchique, va pouvoir peut-être lui dire non, oser s'exprimer, aussi peut-être changer des méthodes de travail, vraiment devenir libre. Accepter paisiblement, parce que de toute façon, en plus, quand ça arrive à nous, c'est qu'il y a un sens, c'est qu'il y a un besoin. C'est un signal d'alerte, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc finalement, vous avez répondu un peu à la prochaine des questions que je voulais vous poser, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pourriez suggérer aux personnes pour les aider à traverser des moments paisiblement, sans pour autant en avoir à passer justement sur des douleurs ou même... Oui, déjà, toujours accepter l'émotion telle qu'elle est, la laisser venir. Alors quand on n'a pas l'habitude, en fait, ça risque d'être assez violent, assez fort. On peut avoir l'impression de perdre pied, tellement on a enfoui ses émotions. Ça peut être par exemple de la tristesse qui peut remonter à flot et des sanglots, et petit à petit le torrent va devenir rivière, ça va se calmer. Pareil pour la colère, c'est souvent une émotion qui est très enfouie, mais il faut absolument la laisser sortir. Alors pourquoi pas crier dans sa voiture, pourquoi pas vraiment aller dans la forêt, crier pour évacuer tout ça. Et puis après, c'est aussi retourner, une fois qu'on a évacué, c'est de retourner dans l'instant présent. Parce que le passé, c'est le passé, on ne peut rien changer, le futur, on ne peut rien y faire non plus, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quelle que soit la pathologie, quel que soit le traitement que l'on prend, il faut se reconnecter à son corps, être dans le ressenti, sa respiration, l'instant présent. Arrêter de redonner tout le temps finalement sa vie aux autres et plutôt s'en occuper soi-même. Et s'en occuper soi-même, parce que plus on se reconnecte à soi, plus on prend conscience de ce que l'on peut agir sur soi. Les autres, on ne peut rien changer aux événements, on ne peut pas changer les autres, mais la seule personne qu'on puisse changer, c'est soi-même. Et donc, si toutefois vous aviez un message à passer sur Terre, imaginons que vous êtes sur une autre planète et qu'on vous donne comme mission, il faut que vous envoyiez un message pour les aider, ce serait lequel ? Alors moi, je suis convaincue que plus on vivra en conscience, plus on comprendra que ce qui nous arrive fait sens. Et alors plus on va pouvoir se libérer de nos peurs, plus on sera libre en fait, plus on vivra de manière sereine et apaisée, et qu'on peut arrêter de se faire du mal et commencer à se faire du bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'Esprit et Psycho. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir.